s'est vite aperçu que ces fondations avaient des besoins différents. Ils avaient des besoins d'expression, de leur visibilité différents, mais aussi des besoins de fonctionnement différents. Et cette différence-là, il a fallu l'organiser sur la parcelle. Finalement, cette rencontre a été assez bien organisée, puisque j'avais d'un côté une fondation, Cartier-Bresson, qui a besoin de forte visibilité, avec des galeries d'exposition, un rapport à la rue, un rapport au passage, qui était une volonté très importante de développement de sa propre visibilité. Et de l'autre côté, une fondation, François Sommer, qui n'avait pas du tout ce besoin-là, qui était plutôt en fonctionnement back-office, et donc n'avait finalement se retrouvait sur des complémentarités d'occupation de la parcelle. Le marais, point important. Point important, c'est qu'il faut garder tout ce qu'on peut imaginer, on ne le fait pas seul. On a un petit morceau de terrain, sans doute la trace d'une parcelle maraîchère, très étroite et en même temps très profond. Comment on gère cette profondeur? Mais cette parcelle est aussi en copropriété. J'ai des habitants qui habitent ici, qui ont été là pendant tout le chantier, qui ont vécu avec ça. On allait un peu les déposséder de certaines parties de leur histoire. Il fallait donc les inviter à participer à cette nouvelle histoire qu'on allait rencontrer et puis les faire adhérer au projet. Sinon, il n'y a pas de projet qui peut se faire avec des gens qui n'y adhèrent pas. Donc on a cette complexité, le marais, la parcelle, la copropriété, deux fondations. Comment on fait quand on est architecte pour intervenir là-dessus? Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à y faire finalement? On ne peut pas juste répondre à une commande, à un besoin fonctionnel. Il faut se porter à une hauteur qui est un petit peu différente et qui est complémentaire. Est-ce qu'on va faire une architecture de pastiche? Est-ce qu'on va faire une architecture de continuité ou d'accompagnement? On était plutôt dans une complémentarité, une recherche de complémentarité. Toute cette belle histoire qui se raconte à travers les siècles ici dans le Marais, nous on a envie de la continuer, on a envie de la continuer avec nos clients, avec ces fondations, qui elles-mêmes se projettent dans l'air. Le garage, que finalement on a acheté les deux fondations, était implanté dans le fond de cette cour-là, mais aussi se développait le long de cette vitrine, jusque sur la rue où il y avait des voitures de je ne sais plus quelle marque française qui étaient exposées, ce qui était finalement une localisation idéale, puisque d'un côté on avait Cartier-Bresson qui voulait faire venir et s'exprimer en rupture avec ce qui était son implantation à Montparnasse, qui était un charmant petit pavillon, un pavillon d'artiste, qu'on avait du mal à trouver. La première fois que j'y suis allé, je n'ai pas trouvé l'adresse, je n'ai pas trouvé le bouton pour sonner, etc. Ça, c'était compliqué, c'était charmant mais compliqué. Et sans doute, ils avaient eux très envie, enfin c'est pas sans doute, ils avaient très envie de redéployer, de donner une nouvelle dimension, une nouvelle visibilité à leur fondation et à toute leur activité culturelle qui est extrêmement riche. Donc finalement, on a cette situation un peu paradoxale, avec d'un côté des grands éléments de vitrine qui sont très ouverts sur l'extérieur et qui ont cette volonté de, au contraire, faire venir le client, etc. Et dans la deuxième cour, au contraire, quelque chose de plus secret, de plus caché, qui abrite des fonctions plutôt tertiaires. Donc on a d'un côté un établissement recevant du public, les galeries d'exposition, et de l'autre côté, la conservation des éléments du programme de la Fondation Cartier-Bresson et les bureaux de la Fondation François Sommer. On a une première cour, qui à l'époque était une cour un tout petit peu mal foutue, un peu cabossée, et puis pas de cour du tout à l'arrière. L'idée, ça a été de créer une deuxième cour. C'est une idée qu'on a partagée avec les ABF, qui étaient très attachés à ce qu'on crée une cour. Ben, ça tombait bien, on avait nous aussi très envie de créer une cour qui était finalement la condition pour que le bâtiment existe et ait de la lumière naturelle. Donc en fait, on a une séquence, porche, cour, porche, cour. Et c'est un cheminement architectural, d'une certaine manière, où on commence par voir ces grandes vitrines qui témoignent de l'activité et de l'exposition culturelle de la Fondation Cartier-Bresson. Et puis dans ce cheminement, petit à petit, on découvre des éléments d'architecture contemporaine. Et puis ce cloître, fait un petit peu en référence à Sainte-Thérèse d'Avila, et ensuite notre façade en forme de pixel qui crée une dimension de protection réciproque entre les bâtiments d'habitation de l'autre côté et les occupations de bureaux, donne aussi un petit peu la signature de ce que sont les fondations dans ce cœur de Marais. On est dans cette cour numéro 2, avec une partie très vitrée, très ouverte, très lumineuse, qui valorise les collections. On montre. On monte, on s'ouvre, il y a une grande continuité, on voit bien de la cour vers les intérieurs. Et quand on est à l'intérieur, on a cette très belle lumière qui rentre dans le bâtiment et qui participe à la valorisation des collections et de l'ensemble des activités culturelles de la Fondation. Dès le début de notre travail de dessin, on a voulu que cette deuxième cour, elle porte une empreinte forte. Cette empreinte forte, elle devait être dominée par les usages, mais aussi par cette idée d'un espace un peu secret, un peu protégé de l'univers urbain, espace d'appropriation des fondations, bien sûr, mais l'espace un petit peu hors du temps, isolé.
Le vocabulaire recherché, c'est celui du cloître. Pour écrire ce cloître, il a fallu découper un morceau de ciel. C'est cette grande galerie périphérique avec son IPN qui est le pourtour, qui permet de découper ce ciel et d'avoir un renvoi direct au sol. L'histoire du cloître, c'est ça, c'est la relation qui est entre les profondeurs de la Terre et puis l'infini du ciel. C'est un petit peu cette évocation symbolique qu'on a voulu écrire ici. Et cette convocation de le vocabulaire du cloître nous permet, en tout cas dans notre imaginaire, au moment où on dessine, d'imaginer qu'on va créer cet espace hors du temps, spécifique aux fondations, qui va dérouler sa propre histoire, sa propre image et son propre imaginaire. Vient ensuite la question de la façade. Façade, grand espace complètement transparent qui s'ouvre sur cet espace-là, mais aussi façade dans son élévation au-dessus, qui est comme posée sur le cloître, qui est un élément rapporté un petit peu dans cette écriture-là, et qui a sa propre logique. C'est une logique de l'arborescence. On y va imaginer quelque chose. C'est une longue discussion qu'on a avec Philippe Dulac et Christian Van Driel, de savoir comment on allait faire une architecture qui ait à la fois son élégance, mais aussi qui sache s'effacer un petit peu, qui ne soit pas trop présente, qui ne cannibalise pas l'ensemble. Et donc cette relation entre le cloître ici et la façade, dans son expression contemporaine, est un dosage un peu difficile, un peu compliqué. On est passé par plusieurs maquettes pour arriver à trouver le juste dosage. Et on a utilisé un matériau qui est un matériau extraordinaire, qui est l'aluminium anodisé massif, qui travaille avec la lumière de façon très spécifique. Vous arrivez ici avec la lumière du midi, par exemple, au mois de juin, vous avez une façade qui est entièrement dorée. Vous arrivez le soir, elle est un petit peu sombre, elle est cuivrée, un peu havane. Et donc on a une façade qui finalement bouge beaucoup avec le temps et la lumière. Ça, c'est le matériau qui le permet. La relation ensuite de l'utilisation de ce grand voile pixel, c'est comme ça qu'on l'a appelé, accroché sur les grands éléments élancés d'aluminium, nous permet de gérer la relation qu'il y a entre l'immeuble d'habitation qui fait d'un côté et l'éducation tertiaire, mais nous permet aussi d'intérioriser les fonctions tertiaires du bâtiment pour ce qui est Fondation François Sommer et les fonctions de conservation de l'œuvre pour ce qui est de la Fondation Henri Cartier-Bresson.